Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast du Crayon, le média qui ose réunir. Débat, entretien profond ou sur le terrain, notre but, que vous puissiez entendre toutes les opinions françaises sans jugement ni parti pris. Tous les jeudis, retrouvez nos émissions en version podcast. Alors installez-vous confortablement, bonne émission. Plus de la moitié des Français pensent qu'il faut se méfier de ce que disent les médias. Avec la montée en puissance des réseaux sociaux et leur impact sur la population, beaucoup ont du mal à pouvoir faire confiance en ce qu'ils regardent. Nous, c'est un sujet qui nous concerne au Crayon, puisqu'on essaye au travers de nos émissions de vous livrer de la façon la plus honnête ce que pensent nos invités. Mais alors, qu'en pensent les autres médias, les autres journalistes ou les créateurs de contenu qui rapportent des faits? Pour répondre à cette question, on les a fait venir pour vous devant nos caméras. Un gamin de 14 ans qui dit que la Terre est plate, ça marche mieux que Thomas Pesquet qui fait un texte de 300 pages pour nous expliquer comment ça se passe dans l'espace. Est-ce que c'est grave qu'il y ait des gens qui pensent que la Terre est plate, franchement? Avant que la vidéo commence, sachez que tous nos contenus vidéo sont aussi disponibles en version audio sur toutes les plateformes de podcast. On vous met ça en description. Il y a d'ailleurs aussi là-bas du contenu exclusif. Je dis ça, je dis rien. Et si ça vous intéresse d'avoir un avis sur les débats qui se passent pendant la semaine, sachez que notre newsletter est disponible tous les vendredis. Dedans, on revient sur un débat qui a rythmé la semaine et ça vous permet d'avoir des arguments et de vous construire un avis sur le sujet. Pareil, le lien est en description. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, pensez bien à laisser un j'aime, à mettre un commentaire et à vous abonner en activant la petite cloche, c'est super important pour nous soutenir. Bonne vidéo. Non, je rigole. Non, j'y suis, donc oui. Non. 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 Oui. 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 Non. Je suis Eugénie Bastier, je suis journaliste aux pages Débat et Opinion du Figaro et également chroniqueuse à CNews et Europe 1. Oui. Non. Oui. Ça m'arrive. Dans les salles d'attente du dentiste. Bonjour, je m'appelle Charles Merlin, j'anime les comptes Vivre moins con sur Instagram et TikTok et je fais de la vulgarisation engagée de l'actualité et je mets en avant des causes d'intérêt général. Pas souvent, ça m'arrive aussi. Les mots croisés pour ma mère. Non, jamais. Oui. Oui. Oui, pour avoir l'air moins vieux. Oui. Non. 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 Non plus. Je m'appelle Célia Kabouri, j'ai 24 ans. Puis je suis journaliste assez polyvalente, je fais des podcasts, je travaille pour la télévision. Je suis également rédactrice en chef pour un site internet pour un média hybride qui s'appelle Serfia. Un très grand oui. Non plus. Oui. Surtout pas. Je connais pas. Non. Oui. Bah oui. J'ai mis. Bonjour, moi je m'appelle Thomas Huchon, je suis journaliste d'investigation, réalisateur de documentaires. Je suis un journaliste un peu bizarre qui s'intéresse principalement aux fausses informations et aux faux complots. Fake news, théorie du complot, c'est un peu devenu mon dada. Oui, pour me faire du mal de temps en temps. Oui. 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 Ouais. Oui. Oui. Non, parce que j'ai pas la télé. Un peu oui. Non. Oui. Ah bah oui, oui, bah sur Twitter, oui. Non. Oui. Non. Par curiosité parfois, parce que j'ai l'esprit très large. Oui, tous les jours. Non. Oui, j'ai même écrit pour Mediapart, donc oui. Non. Pour le coup. Non. Non. Bon, ça m'est arrivé. Évidemment. Non. De temps en temps. Ouais, les pages internationales, les pages saumon. Non. Non. Non plus. Bah, j'y suis allé, donc ça m'est arrivé de le regarder, mais c'est quand même assez rare. Non. Oui. Non. Oui. À quel point un média peut laisser les opinions s'exprimer? Bah, au point, pour moi, des limites fixées par la loi, qui sont la diffamation, le négationnisme, l'injure, ce qui sont les règles d'ailleurs de la presse. Et sinon, toutes les opinions, à mon avis, peuvent être discutées dans le débat public, dans les médias. Ouais, tant qu'elles sont dans le cadre de la loi, évidemment, même si je pense quand même que la loi française va un peu trop loin sur certains sujets et qu'elle judiciarise un peu trop le débat, mais sinon, pour moi, il n'y a pas de sujet là-dessus. Toutes les opinions peuvent s'exprimer. Mais en fait, la réalité, c'est le terme opinion répond quelque part à la question. Toutes les opinions sont valables, tout ce qui
se fait passer pour une opinion, mais qui est en fait un délit aux yeux de la loi française, notamment de la loi de 1880 sur la liberté de la presse, ou des lois Guesso qui sont plus récentes, effectivement, ça sort du cadre de la loi. Vous avez cité le négationnisme, on peut bien entendu citer tout ce qui serait du domaine de l'attaque ad nominem, de l'injure, de la violence verbale, du racisme sous toutes ses formes, de l'homophobie. En tout cas, tout ce que la loi française proscrit, effectivement, n'a pas sa place dans un média. Après, effectivement, vous avez raison, la France est un pays particulier de ce point de vue-là, et un pays qui a une vision spéciale de la liberté d'expression, restrictive par rapport à ce que pourraient dire les citoyens des États-Unis. Mais c'est aussi... La liberté d'expression, c'est pas qu'un concept, c'est aussi le fruit de l'histoire d'un pays. Et finalement, si en France on a interdit le négationnisme, c'est probablement parce que au XXe siècle, il s'est passé un certain nombre de choses assez désagréables dans notre pays de ce point de vue-là. Moi, j'ajouterais une nuance à ce qui vient d'être dit, dans le sens où, effectivement, le cadre macro qui s'applique à l'expression des opinions en France, c'est la loi, mais au sein d'un média, il y a aussi une ligne éditoriale. Et du coup, si je relis la question à quel point un média peut laisser les opinions s'exprimer, clairement, aujourd'hui en France, toutes les opinions ne peuvent pas s'exprimer dans un média, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'échiquier, on va dire, politique. Mais aujourd'hui, on a 90% des médias privés français qui sont détenus par 9 personnes, qui sont 9 milliardaires, et qui imposent de manière plus ou moins directe, plus ou moins indirecte, une ligne éditoriale, et avec des conséquences que l'on connaît sur l'orientation des informations qui sont données, le choix des personnes qui sont placées aux directions, le choix des journalistes également, le choix des sujets, etc. Pour les médias privés, parce que les médias publics... les médias privés, mais les médias publics aussi, on pourrait y revenir. En termes d'audience, c'est pas la même part de marché. Peut-être. On a tous, ou pas, en tête une citation de Vincent Bolloré qui a dit en 2007 dans un entretien pour La Tribune, « Dans mes médias, j'ai le final cut ». On comprend bien que quelqu'un qui possède un média peut avoir une incidence, et généralement c'est le cas, certaines sur l'orientation des opinions qui sont exprimées dans son média. Et généralement, c'est fait pour servir des intérêts économiques, puisque généralement, ce sont des grands capitaines d'industrie, entre guillemets. Donc l'idée, c'est aussi de servir ces intérêts économiques. Et parfois, dans le cas de Vincent Bolloré, encore une fois, c'est de diffuser aussi une idéologie politique. Je prends un deuxième exemple. En période de pré-campagne, avant la présidentielle de 2022, dans l'émission de Touche pas à mon poste dont on a parlé juste avant, 45% de TPMP a été consacré à un seul candidat qui a été Éric Zemmour. Et on sait que C8 qui diffuse TPMP appartient au groupe Canal+, qui appartient au groupe Vivendi, qui appartient à Bolloré, et que Vincent Bolloré soutient Éric Zemmour. Ça n'a pas été très efficace alors, parce que... Mais il y a des fois, effectivement, ça marche Si le matraquage marchait... Oui. Non mais pardon, mais moi je voudrais juste revenir sur un truc. On oublie quand même, pour moi, il y a une liberté totale des médias privés en France. C'est simple, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Si les actionnaires ont envie d'avoir une ligne éditoriale, qu'ils arrivent à recruter des journalistes qui vont dans ce sens-là, ils sont libres, c'est leur argent, ils le dépensent comme ils veulent. Par contre, là où ça me dérange un peu plus, c'est quand les médias publics qui sont financés par l'impôt de l'intégralité des Français et des contribuables ont une orientation idéologique. Là, ça me dérange parce qu'effectivement, c'est l'impôt de tout le monde, c'est l'argent de tout le monde. Et quand je vois que sur le service public français, effectivement, il y a aussi une certaine idéologie qui est portée, notamment par exemple France Inter, où vous avez évidemment un ton, une tonalité idéologique plutôt à gauche, voire même à l'extrême gauche qui est portée. Je trouve que c'est effectivement, là il y a un manque de pluralisme qui est inquiétant parce que, encore une fois, il y a un devoir de neutralité du service public où il n'y a pas de devoir de neutralité des médias privés. Je crois qu'on pouvait considérer que l'audiovisuel public était plutôt de centre-gauche à une époque. Aujourd'hui, ça se droitise de plus en plus. On l'a vu avec la mise à l'écart de Charline Vanhoenacker et de son émission C'est encore nous, qui avant l'été 2023 a été déprogrammée. C'était une quotidienne, c'est devenu une petite hebdomadaire casée sur la case du dimanche soir. Là où je vous rejoins, c'est les processus de nomination des présidences de Radio France et de France Télévisions qui sont nommés par l'Arcom, qui est censé être un organe indépendant, qui est composé d'un collège de 9 membres qui sont nommés, il y en a 3 qui sont nommés par le président du Sénat, 3 nommés par le président de l'Assemblée nationale, 1 par la Cour de cassation, 1 par le Conseil d'État, et le président de l'Arcom est nommé directement par le président de la République.
Donc en fait, c'est un organisme qui est éminemment politique, qui est très lié au pouvoir, et aujourd'hui le pouvoir n'est clairement pas de gauche, et quand on voit effectivement les prises de décision des présidences de France Télévisions, en tout cas certaines, et de Radio France, là franchement le fait de dire que l'audiovisuel public est de gauche aujourd'hui en France, c'est ne pas bien non mais vous ne pouvez pas voir arguer le la problème. déprogrammation de Charline Vanhoenacker le dimanche que l'audiovisuel public en France n'a pas une tendance à gauche, c'est une évidence. Citez-moi un journaliste de droite qui a une présence quotidienne sur France Inter, par exemple. Il y a des journalistes... Oui, il y a Dominique Seux, qui parle d'économie, mais que sur le plan économique, pas sur le plan sociétal. Non, les capsules, l'histoire politique, l'édito politique, il y a des invités de Marianne, du Figaro, etc. Mais bien sûr... Une minute par semaine. 1 minute et demie par semaine. Oui, vous avez raison, c'est un grand pluraliste. Pour moi, c'est une évidence qui saute aux yeux de tout le monde. Alors évidemment, c'est peut-être pas la France insoumise, effectivement, mais c'est plutôt orienté à gauche. Et je pense qu'il y aura un vrai effort en tout cas d'ailleurs de quantification et d'appréhension du phénomène. On devrait pouvoir avoir une vraie évaluation de ce qu'est la radio et la télévision publique aujourd'hui, de ce qu'elle représente. Est-ce qu'elle représente fidèlement les Français ? Je n'en suis pas du tout sûre et pour moi, c'est là où le débat devrait porter. La démocratie, c'est pas 5 minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler. C'est Godard qui disait ça, il avait totalement raison. Et finalement, c'est le rôle d'un journal, c'est le rôle d'une rédaction de hiérarchiser les informations. La presse française n'a jamais caché qu'elle avait des opinions. Tous les principaux quotidiens de ce pays ont une ligne éditoriale qui n'est pas seulement une ligne éditoriale, mais qui est aussi souvent une ligne politique. Et c'est l'histoire de notre pays qui se reflète aussi à travers ces différentes lignes éditoriales. C'est très bien qu'elles puissent cohabiter. Vous avez parlé tout à l'heure des 9 milliardaires qui possèdent 90% des journaux dans ce pays. Moi, j'aime pas trop l'idée de la presse indépendante. Je crois que ça n'existe pas. C'est pas parce que, par exemple, on est Blast ou qu'on est un journal privé, qu'on est plus indépendant et on n'est surtout pas indépendant, on est peut-être indépendant des milliardaires, mais on n'est pas indépendant de ses propres idéologies ou de ses propres biais cognitifs. Je trouve ça particulier qu'en France, on voit systématiquement cette possession par des milliardaires comme un problème fondamental de la presse. Aux États-Unis, le principal quotidien, en tout cas l'un des plus respectés, c'est le Washington Post. Il appartient à Jeff Bezos. Ça pose de problème à personne. Finalement, le Washington Post travaille bien parce que c'est un journal qui a pour mission de plaire à ses lecteurs. Ça veut dire quoi ? De leur fournir la meilleure information possible. Je crois qu'il faut arrêter de voir la presse comme un truc idéologique. Avant tout, qu'est-ce qu'on est les journalistes ? On est des marchands de tapis. Il faut arrêter de faire croire qu'on est autre chose que ça. Et qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de fabriquer le meilleur tapis. Notre meilleur tapis, c'est la meilleure information possible, la plus rigoureuse, la plus vérifiée, la plus travaillée, celle qui aura été la plus enquêtée. Et c'est pour ça que les gens vont venir acheter notre journal, qu'ils vont venir voir nos documentaires, qu'ils vont acheter les livres. C'est parce que nous travaillons bien que l'on vient vers nous. Et c'est dans le problème de la presse française, c'est avant tout la gratuité de l'information. À partir du moment où il y a gratuité de l'information, et bien cette relation de confiance entre le lecteur ou le téléspectateur et celui qui fabrique l'information, elle est brisée. Et derrière, c'est là qu'on a un problème. Le vrai problème de ces milliardaires, c'est pas tant qu'ils sont des milliardaires, des capitaines d'industrie, c'est qu'ils ne sont pas des entrepreneurs de la presse. Ils n'intègrent pas du tout dans leur logique cette idée qu'ils doivent fabriquer la meilleure information possible. Ils tombent bien souvent dans un piège, idéologique ou non d'ailleurs, mais on parle de Bolloré, on pourrait parler de M. Pigasse, qui a lui aussi, de l'autre côté de l'échiquier politique, été investir dans des médias. Moi j'ai travaillé dans plein de médias différents qui étaient possédés par des mecs de droite, des mecs de gauche. Quand je bossais chez TF1, c'était pas Monsieur Bouygues qui me disait ce que je devais faire. Quand j'ai bossé à l'Expansion, Dassault passait pas tous les matins nous dire ce qu'on devait penser. Il faut aussi un petit peu s'affranchir de cette vision des milliardaires qui possèdent la presse. Si vous voulez savoir ce qui se passe chez Bolloré, achetez le journal de Dassault. Vous voulez savoir ce qui se passe chez Martin Bouygues, achetez le journal qui est tenu par Lagardère. Relayer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est être journaliste. Alors c'est un débat très controversé, les réseaux sociaux et les journalistes, surtout avec les comptes Twitter qui prennent en volume, en abonnés, en contenu. Pour moi, publier sur les réseaux sociaux, oui, c'est être journaliste quand on le fait bien, quand on sait ce qu'on veut faire, quand on sait cibler. Le principe même du journaliste, c'est quoi ? C'est vouloir informer. Et si on le fait bien et qu'on le fait correctement, qu'on multiplie ses sources et qu'on ne va pas dans la gueule du loup pour faire du sensationnel tout le temps, je pense qu'on peut bien informer et être un bon journaliste grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui. Je ne suis pas exactement d'accord, moi. Je crois que en fait, c'est justement le paradoxe. Journaliste, c'est un métier. C'est un métier avec des pratiques, des vraies pratiques, avec des règles éthiques, avec de la déontologie, avec des méthodes de travail. Et ça s'apprend.
Si ça ne s'apprenait pas, il n'y aurait pas d'école de journalisme et on ne ferait pas tout ça. Et je crois que le vrai problème aujourd'hui, c'est que n'importe quel citoyen peut devenir une forme de journaliste en diffusant ce qu'il veut sur les réseaux sociaux, mais c'est pas possible de faire ça sans s'imposer un tout petit peu, un minimum de cette rigueur journalistique et de ce travail-là. Et je crois pas beaucoup à l'idée que n'importe qui peut devenir journaliste comme ça en le décidant. Il y a un travail à faire, c'est beaucoup de travail. Et quelque part, l'idée qu'on pourrait devenir journaliste en faisant un share sur Twitter, en fait, c'est terrifiant pour tous les gens, potentiellement d'ailleurs, qui ont été même assassinés pour avoir fait ce métier. Je veux dire, journaliste, c'est un métier qui est hyper important et qui est pas du tout un espèce de truc, de clic et de machin comme ça. Je suis toujours un peu perturbé par cette idée que finalement, les réseaux sociaux, qui sont une agora du débat public, seraient devenus l'alpha et l'oméga de la diffusion d'informations. Je suis tout à fait d'accord, par contre, que ça peut pas être... Mais je disais pas ça pour le média que vous représentez. Non, mais je suis tout à fait d'accord que ça peut pas être Albert et Jean qui peuvent être journalistes du jour au lendemain parce qu'ils veulent se lancer sur les réseaux sociaux. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je suis sortie d'un master journaliste, j'ai ma formation. Vous avez fait des études de Donc, journalisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que si on le fait bien et que des vrais journalistes veulent se lancer eux-mêmes sur le contenu des réseaux sociaux pour informer, ça peut être la bonne solution. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes, ils se nourrissent des réseaux sociaux. Par exemple, chez Cerfia, en juin, on a eu 1 milliard d'impressions. On fait beaucoup plus que les médias mainstream de tous les jours. C'est parce que les jeunes, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et donc, si on veut bien le faire, les journalistes qui sortent de cette formation-là, s'ils veulent bien le faire, les réseaux sociaux, c'est une mine d'or, c'est le futur. Il y a deux sujets à la fois. C'est la question de la fin des gatekeepers dans le journalisme, c'est-à-dire le fait qu'en fait, avant, effectivement, c'était une institution, un métier qui était exercé par une corporation et qu'aujourd'hui, parce que tout le monde a un smartphone, tout le monde peut potentiellement partager une information. Évidemment, il y a des gens qui sont à Gaza aujourd'hui qui ont un smartphone, qui filment, qui l'envoient sur les réseaux sociaux, et c'est une information. Après, s'il faut la recouper, évidemment, c'est le travail des journalistes de voir si elle est vraie, etc. Mais ils donnent une information. Donc effectivement, ils participent de ce qu'était auparavant le journaliste. Parce que nous sommes passés comme le dit Régis Debray, de la graphosphère à la vidéosphère, nous sommes passés de l'image de l'écrit à l'image, et aujourd'hui, la force de l'image et la multiplication et la possibilité de le répandre sur les réseaux sociaux change effectivement la donne. Et je crois que le métier de journaliste doit s'adapter à cette nouvelle donne. Je pense qu'il doit se remettre en question, peut-être avoir davantage de modestie. Il peut y avoir aussi, je pense, un retour de bâton, c'est-à-dire que à force d'être saturé justement d'immédiateté, d'images, peut-être qu'on va retrouver aussi le goût de l'écrit, le goût du reportage de long cours, du récit, et ça je pense que c'est très important également. Mais moi ce qui m'inquiète véritablement, c'est la disparition de l'écrit. Je travaille dans un média avant tout de presse écrite, Le Figaro, et je pense que l'écrit permet une forme de nuance, le livre par exemple est une manière de d'élucider les désaccords, d'aller dans le fond d'un sujet que ne permettra jamais une vidéo, une image, un tweet. C'est évident. Le livre est quelque chose de fondamentalement précieux dans l'histoire du débat et de la pensée humaine. Et donc je m'inquiète en fait de la disparition de l'écrit, parce qu'avec l'écrit disparaît tout un monde, toute une manière de voir le monde, une manière de raconter les faits. Justement, on pourrait se dire, justement, avec l'image, avec la caméra, l'objectivité est parfaite, puisqu'on voit juste des images. Après tout, voilà. L'objectivité, ça n'existe pas. Ouais, moi, je pense que ça n'existe pas. On pourrait se dire, l'image, elle parle d'elle-même. Et l'écrit, au contraire, c'est un regard. Quand on lit Proust, c'est toute l'histoire de La Recherche des temps perdus. C'est un personnage qui est vu de plein de façons différentes. Et on voit qu'en fait, les faits n'existent pas. C'est tout Proust. Et en fait, on voit que c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que l'image est partout et en réalité, il n'y a plus de faits. Plus d'objectivité nulle part. Le simple fait de partager une news sur les réseaux, sur Internet, ça ne fait pas de la personne, de l'internaute, un journaliste, puisqu'effectivement, les journalistes sont formés, ça dure longtemps, c'est 5 ans d'études, donc en fait, ils ont une espèce d'éthique et ils sont formés à reconnaître des informations qui sont fiables, à les digérer, à les retranscrire, et ça, effectivement, c'est quelque chose qui demande des compétences que, en fait, on est plein à ne pas avoir, et il faut le reconnaître. Maintenant, je pense que les transformations que subit le journalisme depuis une vingtaine d'années avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux est plutôt positif, parce que on sort justement de cette corporation dont vous parliez. Et donc l'information n'est plus possédée par un certain type de personnes et par une corporation. Et aujourd'hui, elle est démocratisée d'une certaine manière. Ce qui soulève plein de questions.
plein de risques, je suis bien d'accord. Plein d'intérêts qui viennent s'insérer là-dedans, étrangers, privés, économiques, etc. Néanmoins, les réseaux sociaux, si j'élargis un petit peu la question, en fait permettent d'avoir accès à des informations auxquelles on n'aurait jamais eu accès sans Internet et les réseaux sociaux. Et ça, il faut quand même le reconnaître. Donc effectivement, comme tout nouveau paradigme, ça apporte du bon et du moins bon. Pour le journalisme, effectivement, c'est une mutation qui est subie et malheureusement, il y a encore beaucoup de médias et de journalistes qui n'ont pas saisi l'ampleur de cette transformation et qui essayent de courir un peu après le train qui est déjà parti, mais qu'il faudra bien attraper à un moment ou à un autre. C'est pas nouveau, hein. Historiquement, les grands médias professionnels ont refusé d'aller sur Internet et n'ont pas du tout investi ce champ-là. Hein. D'ailleurs, de la même manière, les grands partis politiques traditionnels n'ont pas non plus se sont pas jetés sur Internet. Quel est le premier parti politique français à créer un site web? C'est le Front National en 94, hein, plusieurs années avant les autres partis. Hein. Donc il y a aussi un truc, c'est que la nature a horreur du vide et sur Internet, eh bien, ce vide, il a été comblé par tout un tas de gens qui n'étaient pas des journalistes professionnels. Tout ça, ça participe d'une forme d'horizontalité de la diffusion d'informations qui est liée au mode de fonctionnement d'Internet et qui, finalement, a un peu bouleversé la société, qu'on le veuille ou non. Je crois qu'on ne reviendra pas au temps d'avant. C'est pas possible. Ça, c'est sûr, mais... Ça, c'est sûr, on n'y reviendra pas. Mais effectivement, je crois que là où je vous rejoins, j'en suis particulièrement surpris. Tu n'as pas besoin de le dire. Hein. Non, mais je suis surpris déjà de vous entendre citer Régis Debray. Voilà, c'est encore plus étonné. Mais surtout, là où je vous rejoins complètement, c'est que finalement, l'un des vrais problèmes de la diffusion d'informations aujourd'hui, c'est l'immédiateté. Et que quelque part, le temps long est le seul qui nous permet d'avoir le recul, la réflexion nécessaire pour à la fois comprendre les choses, pour essayer de les expliquer, et de les expliquer de manière cohérente et surtout pas objective, mais au moins honnête. Et objectif, ça n'existe pas. On est d'accord là-dessus, je pense aussi. L'objectivité, en tout cas, c'est dans les écoles de journalisme, les étudiants, mais comment on fait pour être objectif? En fait, on peut pas être objectif. On part tous d'un point de vue. On parle tous avec notre vision du monde. On parle tous avec notre sensibilité, notre culture, notre histoire. Tout ça participe de notre vision du monde. Là où il y a un truc qui est, à mon avis, très problématique, c'est que justement ce passage à l'image permanente, à mon sens, il nous empêche non seulement de réfléchir, mais surtout d'imaginer autre chose. Le livre, c'est la possibilité d'imaginer. Quand on lit, on imagine les personnages. Quand on voit une image, tout est déjà fait pour nous. Et finalement, c'est là, à mon sens, que on a le plus perdu au cours des dernières années. C'est aussi dans cette capacité à quelque part dépasser ce réel. Le temps long est absolument nécessaire, il nous manque de plus en plus. Et cette immédiateté, notamment qui existe sur les réseaux sociaux, elle fait que un gamin de 14 ans qui dit que la Terre est plate, ça marche mieux que Thomas Pesquet qui fait un texte de 300 pages pour nous expliquer comment ça se passe dans l'espace. Est-ce que c'est grave qu'il y ait des gens qui pensent que la Terre est plate, franchement? Le problème, c'est pas que les gens croient que la Terre est plate, c'est qu'ils pensent qu'on leur ment sur le fait qu'elle est ronde. Eh bien, si les gens pensent qu'il y a une espèce d'organisation fondamentale pour mentir à la population, c'est une vision du monde qui est absolument terrifiante et qui ne permet pas de vivre en société. C'est pas possible, en fait, de vivre avec des gens qui pensent qu'on leur ment toute la journée et qui vivent ça comme une espèce de violence qui leur est faite. Bien entendu, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu, mais je crois que la société avait aussi trouvé des gatekeepers qui permettaient de limiter la diffusion. C'est juste qu'aujourd'hui, ils sont plus visibles, en fait, parce que les réseaux sociaux visibilisent des choses qu'on ne voyait pas avant, mais il me semble pas. Plus que après, ça, si on ils se pose la question, tout ça. C'est vrai que si on se pose la question, qui moi je trouve absolument vertigineuse, c'est est-ce que Internet et les réseaux sociaux ont rendu ou pas le monde meilleur? Il me semble que c'est difficile de répondre à cette question. Moi, je répondrais non, clairement. Ouais. Et effectivement, moi, il y a un discours qui m'a toujours guidée dans mon métier de journaliste, c'est le discours de Solzhenitsyn à Harvard en 1978, qui s'appelle Le déclin du courage, où il parle du journalisme et il disait derrière le droit d'être informé, il y en a un autre encore plus important, c'est le droit de ne pas être informé. Et je trouve qu'aujourd'hui, la surconnexion permanente que nous offrent les réseaux sociaux, l'impression que nous avons d'être informés en permanence, en fait, nous ne sommes pas informés. Nous sommes noyés. Cette submersion, en fait, est absolument vertigineuse. Et je pense qu'il serait urgent d'ailleurs de réclamer ce droit que réclamait Solzhenitsyn, le droit de ne pas être informé, c'est-à-dire d'avoir une respiration. Et peut-être que d'ailleurs nous le serions mieux parce que, en l'étant moins, parce que
vous le disiez, on sait maintenant des choses qu'on ne savait pas, des informations qu'on n'avait pas, peut-être, mais à quoi bon? C'est-à-dire que on nous fait effectivement compatir immédiatement à toutes les souffrances du monde, on nous informe effectivement de toutes les misères, de toutes les guerres du monde, mais nous sommes impuissants déjà. Il y a un vrai d'ailleurs sentiment d'impuissance qui crée une forme de rage d'ailleurs démocratique très très puissante, très forte. Et je pense que il y a une question qu'il faudrait se poser, c'est à quoi bon qui devrait être en arrière-plan du journalisme contemporain. Alors je vous arrête juste un instant. Selon vous, est-ce que relayer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est être journaliste? Donnez-nous votre avis en commentaire. Je vous laisse. Est-ce que vous dites tout ce que vous savez? Tout ce que l'on sait. Alors, je crois pas du tout que M. Ardisson nous dit non plus tout ce qu'il sait. En tout cas, il a participé pendant de très nombreuses années à laisser dire n'importe quoi à tout un tas de gens qui désinformaient la population. Je pense à Thierry Messant, Alain Soral, Dieudonné, qui ont eu tribune libre dans ces émissions pendant de nombreuses années. Personne ne peut dire tout ce qu'il sait. Et en fait, est-ce que vous dites tout ce que vous savez? Ça sous-entend de base qu'on ment et qu'on cache des choses. Enfin, cette question est absolument terrifiante. Pardon. Moi, je réponds souvent que je ne dis pas tout ce que je pense, mais je pense tout ce que je dis. En tout cas, ça a le mérite d'avoir le courage de ses opinions. Moi, je pense que, en tout cas, quand on travaille dans le monde des médias et que on se met au service d'informer pour servir l'intérêt général, je pense que c'est important de dire le maximum que ce que l'on sait. Après, peut-être que voilà, s'il y a des informations qui nous mettent en danger personnellement, dans ce cas-là, c'est pas une bonne chose de le dire. Moi, pour le coup, là, ce que ça m'évoque, c'est que y a des gens qui sont menacés de mort aujourd'hui pour dire des choses qui sont réelles. Et c'est d'intérêt général de dire ces choses-là. Et je pense que il faut valoriser ce courage. Est-ce que vous avez un exemple peut-être, Charles? Oui, bah moi j'ai déjà eu reçu des menaces de mort parce que j'ai évoqué un sujet où j'en ai parlé d'une certaine manière, mais en fait, et moi j'en ai reçu 3. Mais en vrai, sur Internet, je suis une exception. Enfin, il y a surtout des femmes qui se prennent des torrents de menaces. Des dizaines. 3, c'est une semaine assez calme en général. Oui, dans ma vie personnelle, c'est pas grand-chose. C'est une semaine Ceci dit, calme. ça fait quand même un effet. Et je suis d'accord avec voilà, vous, c'est très désagréable. Ça fait drôle. Je pense que c'est important de dire ce que l'on sait, notamment quand ces informations dont on a à disposition doivent être reçues en fait par d'autres personnes parce que voilà, c'est d'utilité publique. Effectivement, les journalistes ont besoin d'être soutenus et aussi, je pense, aux lanceurs d'alerte. Et je sais qu'en France, on a une législation qui protège les lanceurs d'alerte, mais qui est quand même un peu bancale et qui devrait être renforcée parce que quand on a des lanceurs d'alerte au sein de la police, de la justice, d'institutions publiques, d'entreprises qui sortent des gros dossiers. Là, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à la journaliste Ariane Lavrieux de Disclose, qui a révélé des informations importantes sur l'existence de ventes d'armes de la France à l'Égypte. Julian Assange, des personnes comme ça qui... Julian Assange n'est pas journaliste. Hein. Il n'est pas journaliste, il est lanceur d'alerte. Il était patron de presse, lanceur d'alerte. La lanceuse d'alerte, c'est Chelsea Manning. Julian Assange est un patron de presse qui a utilisé Chelsea Manning pour diffuser des informations. Julian Assange n'est pas un journaliste et n'est pas un lanceur d'alerte. Moi, je le considère comme un lanceur d'alerte parce qu'il a mis à disposition une infrastructure d'information pour leaker plein d'informations. Et du coup, moi, je pense que c'est important d'apporter de la transparence dans cet univers informationnel qui effectivement est davantage aujourd'hui en rapport avec la question à laquelle on a répondu tout à l'heure. Un des gros effets des réseaux sociaux, c'est que ça a accentué un phénomène qui existait déjà, c'est que l'univers informationnel dans lequel on navigue, il est davantage composé de messages qui sont porteurs d'une intention, d'une influence. Et apporter de la transparence dans tout ça, c'est réduire l'opacité. Et je pense que c'est une bonne arme contre le complotisme, cette idée qu'on peut se faire qu'il y a... un grand pouvoir qui nous ment, etc. Donc oui, il faut dire ce que l'on sait quand on ne se met pas en danger, quoi. Avec Serfia, vous distribuez beaucoup d'informations. Est-ce que justement vous dites tout ce que vous savez, tout ce qu'on vous donne? Ça dépend ce qu'on nous envoie et ça dépend ce qu'on sait. On nous envoie beaucoup
par exemple de DM sur les réseaux sociaux, de vidéos, d'informations, on nous dit que X ou Y s'est passé quelque part. Il y a tout un travail nous-mêmes de fact-checking, de recherche inversée, parce qu'on est obligé de jauger ce qui va être bon à partager sur notre cible. Je dirais que non, on ne peut pas tout partager, tout ce qu'on sait. Je réfute fondamentalement les prémices de la question. C'est une vision des choses qui ne correspond pas à la réalité de la presse, ne correspond pas à la réalité de ce que font les journalistes. Les journalistes ne passent pas leur temps à cacher des informations, c'est pas vrai. C'est aberrant de penser ça en réalité. Les journalistes... Non mais je suis un peu sidéré de cette petite musique-là. On l'entend partout, on l'entend tout le temps. Et c'est la petite musique, mais c'est la petite musique qui amène les confrères de BFM à se faire taper dessus dans les manifs de Gilets jaunes. Des journalistes, et parmi eux des journalistes de BFM TV, ont été la cible de comportements inacceptables dans certains rassemblements. Ça a été notamment le cas ici pour notre équipe de Toulouse, prise à partie par plusieurs dizaines de personnes qui scandaient des slogans haineux. Là, c'est vous qui est quand même... qui surinterprétait la question de... Est-ce que vous dites tout ce que vous savez ? Mais non, mais vous l'avez surinterprété. C'est évident que les journalistes ne disent pas tout ce qu'ils savent, évidemment. Il y a le off, la pratique du off, par exemple, est hyper répandue parmi tous les journalistes politiques, vous le savez mieux que moi. Secret des sources, etc. Rien que le fait de ne pas révéler ses sources, pardon. Mais est-ce que c'est pas une fait de ne pas dire ce qu'on sait ? La protection des sources, la protection des sources, donc c'est bien des choses que l'on sait que l'on ne dit pas. On révèle ce que l'on sait. On sait le nom de ces sources, on ne le révèle pas. On protège juste la personne qui nous l'a donné. Et donc ça fait partie effectivement de ce c'est une protection qui est offerte par le droit français. Bien sûr, mais donc ça répond à la question qui est posée. C'est vous qui prêtez des intentions. Moi je pense au Canard enchaîné qui fait des révélations. C'est un journalisme de révélation que moi j'aime beaucoup. Que d'autres médias ne révèlent pas. Et je pense que ça met la lumière sur certains agissements du monde politique et du monde économique, comment il y a des arrangements, machin, etc. Et en fait, les Français auraient à gagner de prendre connaissance de ces informations-là. Moi, je suis souvent étonné de voir des infos qui sont relayées par le Canard enchaîné, par exemple, qui ne sont pas relayées par d'autres médias. Notamment en termes de dépenses publiques, etc. Quand on voit qu'a été budgété un dîner pour l'inauguration de la Cité internationale de la langue française à plus de 1 600 € par personne, avec de l'argent public, qui au final, in extremis, a été annulé. Ouais, pour moi, c'est des informations d'utilité publique, même si ça peut être interprété comme des faits divers. Et bien en fait, c'est très révélateur d'une réalité qui est plus globale, et je pense qu'il y a certaines informations que l'on sait qui ne sont pas révélées et qui devraient l'être. Mais en l'occurrence, cette information, vous nous la donnez là. Si on la sait, c'est qu'elle a été révélée. Elle est tellement secrète et cachée que vous la connaissez. Oui, parce qu'elle a été révélée par un média, et en fait, d'autres médias n'en parlent pas. Oui, mais tous les médias ne peuvent pas parler de la même chose. Tous les médias ne parlent pas tous les médias s'amusent pas à reprendre des informations diffusées par les autres. En fait, quand on voit un petit peu comment fonctionne la reprise d'informations, il y a une dépêche d'une agence de presse, et ensuite qui se retrouve sur 40 médias. En fait, beaucoup de fois, ça marche comme ça. Et d'ailleurs, ça a été accentué par Internet. Le futur de l'information se fera uniquement sur les réseaux sociaux. Le futur de l'information se fera de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et on le voit d'ailleurs, les tendances baissières de la presse écrite, par exemple, qui est sous perfusion d'aide publique depuis des années, et ça va pas en s'améliorant. La télé qui s'associe de plus en plus avec les formats vidéo numériques. On l'a vu avec le partenariat Hugo Décrypte et France Télévisions. Donc le futur de l'information se fera pas uniquement sur les réseaux sociaux, mais de plus en plus. On voit aussi que les jeunes, en termes d'usage, s'informent de plus en plus via leur téléphone, et donc en partie des réseaux sociaux aussi, ouais. Ma question est aussi dans le sens de Eugénie, Thomas, vous avez un environnement beaucoup plus traditionnel, dans les médias plus traditionnels. Quand vous voyez justement Célia et Charles qui, eux, sont emparés des réseaux sociaux, est-ce que ça vous fait peur ? Comment vous le sentez ? Est-ce que pour vous, c'est justement le futur du journalisme là-dessus ? Non, de toute façon, les médias traditionnels se sont emparés. Nous, au Figaro, on est extrêmement présents sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux, donc il y a fait une prise de conscience. Après, je vais encore citer Régis Debray, si on m'y autorise. Mais allez-y, j'attends. Qui parle de l'effet de jogging. Il dit en fait, dans un monde où la technique est omniprésente, on n'a plus besoin de notre corps normalement pour se déplacer, et bien les gens se sont mis à courir, à faire du jogging. C'est le retour de l'archaïque dans la modernité. Et je pense qu'il peut y avoir un effet de jogging du journalisme, c'est-à-dire dans un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents,
finalement un retour à une forme de lenteur, un retour à la presse écrite. On voit déjà qu'il y a des formats longs qui marchent bien en presse écrite, notamment les MOOC, tout ce qui est, nous, le Figaro, franchement, marche très bien en termes, on n'a jamais eu autant d'abonnés, par exemple, au Figaro, parce qu'il y a une appétence aussi pour les formats longs, en paradoxe, justement, en espèce d'effet de jogging. Et donc, je pense qu'il peut y avoir, voilà, peut-être que le presse écrite sera le bio du journalisme de demain, c'est-à-dire il y aura effectivement un retour comme ça aux sources. Je l'espère en tout cas, parce que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça apporte quelque chose que n'apporteront jamais les réseaux sociaux, quelle que soit leur utilité. Je les consomme comme nous tous autour ici, énormément, trop sans doute. Mais voilà, j'espère effectivement qu'ils ne seront pas le seul vecteur d'information. Parce que les réseaux sociaux, c'est le fast-food et le média traditionnel, l'écrit, c'est plus le bio, comme tu disais. C'est un peu caricatural, mais il y a peut-être un peu de ça. Ah, les réseaux sociaux, c'est pire que le fast-food, c'est la junk food. Le principe même d'un réseau social, c'est pas de vous informer, c'est de capter votre attention. Et pour capter votre attention, il va jouer majoritairement sur vos émotions. Tout ça est absolument documenté par tous les lanceurs d'alerte qui ont réussi à parler en sortant ou en y restant à l'intérieur des grandes entreprises de la technologie. Et donc, moi, je souhaite pour mes enfants que le futur de l'information ne se fasse surtout pas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont le dévoiement même de l'information, tant qu'ils n'accepteront pas leur responsabilité, c'est-à-dire est-ce que ces réseaux sont des tuyaux, et donc ils ne sont responsables de rien, ou est-ce que ces tuyaux sont des médias? Est-ce que ces réseaux sont des médias? Moi, je ne crois pas du tout que ce sont des tuyaux. Je crois que ce sont des médias, je crois que ce que vous voyez, ce que je vois, c'est pas du tout la même chose. Donc, qu'ils éditorialisent l'information, je crois qu'ils la hiérarchisent aussi en nous présentant une chose plutôt que l'autre, et qu'ils gagnent de l'argent en vendant de la publicité en nous diffusant de l'information. Je crois que ça, c'est pas la définition d'un tuyau. C'est la définition d'un média, et en réalité, pour que les réseaux sociaux ne soient plus un problème dans nos sociétés, eh bien, il faut qu'ils acceptent cette responsabilité, et donc qu'ils soient tout simplement soumis à la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Pas besoin de faire des RGPD, pas besoin de faire des DSA, comme le texte de loi européen qui essaye en ce moment de pousser ces réseaux à respecter un certain nombre de principes démocratiques. Je crois que nous ne pouvons pas accepter cette espèce de destruction systématique de nos principes démocratiques, de ce que nous avons de plus cher dans ce pays, par des entreprises étrangères qui ne respectent pas nos lois, qui ne payent pas d'impôts dans notre pays comme ils devraient les payer. Je crois que nous ne pouvons pas accepter ça. Et à minima, je crois que la France a besoin d'un immense débat de société dans lequel nous allons poser sur la table ces sujets-là. Nous allons parler de la surveillance, du ciblage, nous allons parler de toutes ces questions-là qui sont absolument fondamentales. Moi, je suis très pessimiste sur tout ça. Moi, j'ai vécu, je suis le plus âgé autour de la table, j'ai l'impression, j'ai vécu l'avènement d'Internet à la fin des années 90, au début des années 2000. Vous ne vous souvenez peut-être pas, c'était le moment où, quand tu allais sur Internet, ça faisait des bruits bizarres, ça allait très lentement. Il faisait 4 heures pour ouvrir une page sur Internet et regarder un contenu, tu bloquais la ligne téléphonique pour tes parents, ça faisait chier tout le monde. Mais je crois qu'on a vécu l'avènement d'Internet comme la promesse d'une liberté et surtout la promesse d'un partage de la connaissance et de la culture. La réalité, c'est pas du tout ça. Internet n'a pas délivré cette promesse-là et au contraire, il est en train de nous monter les uns contre les autres en nous faisant vivre dans des bulles de filtres dans lesquelles nous ne sortons jamais. On est en train de nous monter, de nous radicaliser sur nos propres positions, de nous opposer des choses en permanence. Et finalement, cette mécanique-là, elle est absolument terrifiante. Il y a peut-être une toute petite forme d'espoir, moi, qui me vient depuis quelques mois, depuis le moment où j'ai vu le pape François en doudoune blanche circuler sur les réseaux sociaux. Vous savez, ce sont toutes ces photos, tous ces contenus fabriqués par intelligence artificielle qui, si aujourd'hui ils sont encore détectables un tout petit peu à l'œil nu, où nous pouvons nous rendre compte qu'il s'agit de mensonges ou de choses totalement fabriquées, eh bien, la technologie allant tellement vite, dans quelques mois, dans quelques années, nous ne serons plus capables de savoir si cette vidéo que nous voyons passer sur Twitter, c'est vraiment Emmanuel Macron qui nous parle ou c'est pas du tout Emmanuel Macron qui nous parle. Et donc, peut-être que cette prolifération de fake news, de faux contenus, de deepfake, eh bien, va nous forcer à nous informer auprès de journalistes professionnels et à retourner à quelque chose dans lequel il y a cette promesse de la vérification d'informations qui nous est promise. Aujourd'hui, on ne peut pas nier que les médias, eux-mêmes traditionnels, se prêtent au jeu des réseaux sociaux. Et ils vont eux-mêmes poster leur petite brève avec leur lien de l'article. Sur Instagram, ils vont aussi sur TikTok. Je ne pense pas que c'est le futur total des réseaux sociaux, mais ça prendra une bonne partie. Et pourquoi on ne peut pas être sur les deux, en fait?
Et on a les réseaux sociaux qui vont faire le tremplin de notre site internet et puis de notre chaîne YouTube. Est-ce qu'en fait vous vous considérez tous journalistes autour de la table? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi vous ne vous considérez pas comme journaliste? Quand je dis ce que je fais, pas mal de fois on me demande « Ah ouais, du coup, t'es journaliste ou tu fais du journalisme ?» Ce à quoi je réponds non, parce que j'ai pas une formation de journaliste. C'est pas ce que vous avez dit, enfin tout à l'heure vous avez dit que vous étiez un producteur de contenu engagé, c'est ça? Ouais, je suis créateur. Moi, je me définis comme créateur de contenu. Ouais. Créateur de contenu, et pour le coup, pour moi, c'est pas la même chose. Même si ça se rapproche du journalisme, j'ai pas de formation de journaliste, j'ai pas de carte de presse, donc pour moi, c'est non. Moi, je me définis comme journaliste sans mettre le journalisme avec un J majuscule, comme le font certains de mes confrères, comme s'ils appartenaient à une corporation de soldats de la liberté et de la démocratie. J'ai une conception assez modeste de ce métier, même artisanal. Journaliste, oui. J'ai pas fait d'école de journalisme d'ailleurs. Je pense que c'est un métier qui s'apprend, mais qui s'apprend beaucoup sur le tas, en le pratiquant en fait, plus que peut-être en l'étudiant dans une école, même si c'est sans doute très bien pour décrocher un stage ou apprendre des choses plus techniques. Mais voilà, je trouve que c'est un métier, et ce que j'aime d'ailleurs dans ce métier, c'est son côté d'ailleurs un peu artisanal. Moi, je suis journaliste et je suis très fier d'appartenir à cette corporation qui tente de défendre des valeurs de la démocratie. Et qu'est-ce qui fait de toi un journaliste? Moi, ce qui fait que je suis journaliste, c'est que c'est mon métier, c'est ce que j'ai appris dans une école de journalisme, en alternance, donc ce qui permettait de le faire en même temps dans un média et donc de l'apprendre sur le terrain. On peut très bien devenir journaliste sans avoir fait d'école. Ça a d'ailleurs pendant très longtemps été le chemin d'accès à cette profession dans notre pays. Les écoles de journalisme, elles naissent après la Seconde Guerre mondiale, au moment où il y a eu tout un tas de dévoiements de la presse qui a collaboré avec l'occupant nazi. Journaliste, c'est pas seulement un métier, c'est aussi un état d'esprit, c'est une manière d'être, c'est une curiosité pour le monde, c'est un intérêt pour les choses, c'est un intérêt pour les autres. C'est une envie de le raconter, et une envie de le raconter à la fois avec ses propres yeux, mais en essayant que ces yeux-là soient le moins un rempart contre cette honnêteté dont on parlait tout à l'heure, pour arriver à dire le monde tel qu'il est, et non pas forcément tel qu'on le voit. Oui, je me définis comme journaliste. Je suis sortie du coup d'une formation journaliste, mais je suis aussi de l'avis que les écoles et la carte de presse, ça fait pas le journaliste. Le journalisme, c'est un métier passion. Je suis passionnée par ce que je fais. C'est ça, en fait, avec le journalisme, j'ai envie d'être en même temps au service des gens, de les informer et d'apprendre tous les jours. C'est quelque chose que j'adore avec le journalisme, c'est que tous les jours, j'apprends des choses. Encore et encore, on continue, c'est un savoir infini. Et c'est une porte sur le monde, le journalisme, et ouais, je me définis comme journaliste aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire et à vous abonner en activant la petite cloche. Vous serez notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Je vous rappelle que tous nos contenus sont disponibles en version audio sur toutes les plateformes de podcast. Il y a même du contenu exclusif là-bas. Et enfin, tous les vendredis, vous pouvez retrouver notre newsletter. Le lien est en description. D'ici là, portez-vous bien. Salut!